Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous en très bonne santé. Euh, on va essayer de réviser et de profiter de cette séance pour faire une révision sur l'analyse syntaxique. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va appliquer un exercice sur tous les concepts de l'analyse syntaxique, en commençant par cet exercice-là. Tout d'abord, on va lire l'exercice et on va essayer de comprendre les objectifs de cet exercice-là, puis on passe vers la réflexion et la correction de l'exercice. Donc tout d'abord, on a une grammaire G, elle contient le quadruplé V, sigma, R et S. Avec sigma, il contient les symboles S, F, W, ID égal et différent, où S, F et W désignent respectivement les mots réservés, select, from et where. Donc le S, ça représente le select, le F, ça représente le from, et le W, ça représente le where. Donc on va essayer en quelque sorte de s'attaquer à une grammaire qui s'intéresse au langage SQL. Donc, l'ensemble des symboles non terminaux, c'est le V égale S, A, B, C et D. Avec S, c'est l'action, et R, elle est donnée par les règles de production suivantes. Donc, la première règle, grand S donne petit s, A, F, B, C. A donne ID ou ID, virgule ID. B donne ID. C qui donne WD ou Epsilon. Et finalement, D qui donne B égale ID ou B différent de ID. Donc ça, c'est notre grammaire. Les symboles non terminaux sont S, A, B, C et D. Les symboles terminaux sont petit s, petit f, petit w, ID égal et différent. Notre axiome, c'est S. Et ça, ce sont les données. On commence par la question 1. La grammaire G est-elle LL1? On doit justifier, bien sûr. La deuxième question, donner la dérivation gauche de la chaîne suivante, W égale SID, virgule, ID, F, ID, W, ID égale ID. Troisièmement, donner la grammaire G1 équivalente à G non récursive à gauche. Factoriser G1 si nécessaire. Construire la table d'analyse de G1, c'est l'objet de la question 4. La question 5, la grammaire G1 est-elle LL1? On doit justifier. Et finalement, expliciter le comportement de l'analyseur syntaxique sur la chaîne W, qui a été déjà annoncé à la question 2, W égale SID, virgule ID, F, ID, W, ID égale ID. Donc ça, c'est un exercice qui englobe tous les concepts, tous les objectifs de l'analyse syntaxique. On doit réfléchir à chaque question. On va faire un rappel de cours si c'est nécessaire et on corrige chaque question à part. Donc on commence par la première question. La grammaire G est-elle LL1? Et il faut justifier la réponse. Vas-y au travail. Hein? Bien. Donc, commençons par la première question. La grammaire G est-elle LL1? Et on doit justifier la réponse. Pour être clair, il n'a pas demandé de calculer le premier. Il n'a pas demandé de calculer le suivant. Il n'a pas demandé de tracer la table d'analyse LL1. Donc, on n'est pas censé calculer le premier et le suivant et le traçage de la table d'analyse LL1 pour savoir si la grammaire elle est LL1 ou non. D'ailleurs, ça sera l'objet de la quatrième question. Au niveau de la quatrième question, il nous demande de construire la table d'analyse LL1. Ça veut dire autrement qu'au niveau de la première question, on ne doit pas calculer le premier, on ne doit pas calculer le suivant, on ne doit pas tracer la table d'analyse. C'est clair? Mais comment à ce niveau répondre à cette question, la grammaire est-elle LL1 ou non? Donc on a vu déjà au niveau du cours, si vous vous rappelez bien, quand même je vais faire un très petit rappel très rapidement. Donc à ce niveau, au niveau du cours, on a vu comment savoir est-ce que notre grammaire peut-elle être LL1 ou non. Donc très rapidement, si on a une grammaire G, si G est récursive, alors automatiquement elle n'est pas LL1.
Si G est non factorisé, alors automatiquement elle n'est pas LL1. Par contre, si G est non récursive et aussi elle est factorisée, on ne peut pas dire qu'elle est automatiquement LL1. Il faut vérifier. Par quoi il faut vérifier? Par la table d'analyse, c'est-à-dire par le calcul du premier, du suivant et le traçage de la table d'analyse. Et si on trouve plus qu'une règle dans une case d'intersection, alors la grammaire, elle n'est pas LL1. C'est clair? Donc, je rappelle rapidement, si la grammaire G, elle est récursive, automatiquement, elle n'est pas LL1. Si elle est non factorisée, automatiquement, elle n'est pas LL1. Si les deux sont vérifiés, alors elle n'est pas aussi LL1. Mais si la grammaire elle est non récursive et elle est factorisée, on ne peut pas dire automatiquement qu'elle est LL1. Est-ce que ça c'est clair? Parfait. Donc on applique ce théorème-là sur cette grammaire. Notre grammaire S qui donne petit s, c'est pas le même S, faites attention. Donc c'est pas S qui donne grand S, non, c'est S qui donne petit s. Donc à ce niveau, la première règle, S qui donne petit s A, F, B, C, est-elle récursive? Non. Est-elle non factorisée? Non. Ça c'est clair. Bien. La deuxième règle, A qui donne ID ou A, ID. Est-elle récursive? Oui. Où on remarque la récursivité? Le A, il appelle le A. Donc cette règle-là, elle est récursive. La dernière règle, la règle de D, D qui donne B égale ID ou B différent de ID. Cette règle-là est-elle récursive? Non, elle n'est pas récursive. Par contre, elle est non factorisée. La règle de D, elle est non factorisée. La règle de A, elle est récursive. Est-ce que c'est clair ou non? Voilà. Dans la règle de A, on a A qui fait appel à A. Donc, elle est récursive. Par contre, dans la règle de D, elle n'est pas récursive, mais elle est non factorisée. C'est clair? Donc, la grammaire G, elle n'est pas LL1. Pourquoi? Parce qu'il y a la récursivité au niveau de la règle de A et il y a la non-factorisation au niveau de la règle de D. Est-ce que c'est clair? Voilà le choix. C'est bon? Donc, on peut conclure que la grammaire G, elle n'est pas LL1. C'est-à-dire? Oui, bien sûr. Il suffit de donner un seul contre-exemple. C'est bon, elle n'est pas LL1, c'est clair. Mais ici, mon but, c'est de donner toute la réponse. C'est clair? Peut-être qu'un étudiant, il ne s'aperçoit pas qu'elle n'est pas récursive, qu'elle est récursive. Peut-être qu'il va se focaliser directement sur le fait qu'elle est non factorisée. C'est clair? Et je donne la réponse totale, complète. Elle est récursive au niveau de la règle de A qui donne A, ID, et elle est non factorisée au niveau de la règle de D qui donne B égale ID ou B différent de ID. Est-ce que c'est clair? Donc, en répondant à la question, la grammaire G, elle n'est pas LL1 parce qu'elle est récursive et non factorisée. Vas-y. Quoi? Quel que soit non terminaux ou bien terminal. Le A, qui fait? Comment? Hein? Le but c'est quoi? La cause elle vient d'où? La cause de revenir avec ID, elle revient d'où? Elle vient de le fait qu'elle est récursive. Le A, il appelle A, et au niveau de la deuxième itération, tu as remplacé le A par un ID. Si elle n'était pas récursive, alors tu ne peux pas avoir ce cas-là. Donc le but, ou bien le fait qu'elle n'est pas LL1 au niveau de la règle de A, la cause c'est qu'elle est récursive. C'est clair? Quel que soit non factorisé, est-ce que c'est un terminal ou bien non terminal? C'est clair? Au niveau d'avoir une règle, le fait d'avoir une règle qui n'est pas factorisée,
Ça veut dire qu'il y a quelque chose en commun qui n'a pas été mis en facteur. Est-ce que c'est un non terminal? Est-ce que c'est un terminal? Quel que soit le cas. C'est clair? Je peux avoir petit ID ou ID dans l'autre partie de D. Le fait, il faut mettre ID en facteur. Ou bien je peux avoir dans notre cas B et B de l'autre côté. Donc il faut mettre le B en facteur. C'est clair? Donc ça concerne les symboles terminaux et les non terminaux, quel que soit. Voilà. C'est clair? Parfait. On passe à la deuxième question. Allez. Donnez une dérivation gauche de la chaîne suivante. W égale SID, virgule ID, FID, W, ID égale ID. Bien sûr, les guillemets ne sont pas comprises dans la chaîne, c'est clair? Donc, il a demandé de faire quoi? Une dérivation gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, dérivation gauche? Il faut commencer par dériver le nom terminal qui se trouve à gauche. Si vous avez plus qu'un nom terminal dans la même chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par le nom terminal qui se trouve à gauche. C'est clair? Allez, vas-y, on corrige. Ben, donc, donnez une dérivation gauche de la chaîne suivante. W égale SID, virgule ID, FID, W, ID égale ID. Donc, on est demandé de faire une dérivation à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire une dérivation à gauche? Ça veut dire qu'il faut commencer par le nom terminal qui se trouve à gauche. Donc on commence par l'axiome. Voici la grammaire devant nous, les règles devant nous. Et notre axiome c'est S. Donc on commence par, on a une seule règle au niveau du S, donc on doit l'appliquer. On remplace le S par petit s A, F, B, C. Ici, on a pu lire le premier symbole terminal, qui est le S, qui est le petit s. Donc maintenant, on a le grand A, le grand F, et le grand A, le grand B et le grand C. On est demandé de suivre la dérivation à gauche. Quel est le symbole non terminal qu'on doit le dériver le premier? C'est le A, puisqu'il se trouve le plus à gauche. Donc, par quoi on va remplacer le A par ID ou bien par A, ID? Donc, on va remplacer le A par A, ID. C'est clair? On obtient un autre A, et c'est tout à fait logique, puisque la grammaire, elle est récursive. Le A, il va appeler A, ID. À ce niveau-là, on a pu lire virgule et ID. On n'a pas encore lu le premier ID. Donc, on remplace maintenant l'autre A, qui se trouve aussi à gauche, par un autre ID. Donc, on obtient S qui donne ID, virgule, ID, F. Et on a le B et le C qui sont des symboles non terminaux. Maintenant, on a B et C. On va dériver le symbole qui se trouve à gauche. Donc, on doit dériver le B. On va le remplacer par ID. On a obtenu S, ID, virgule, ID, F, ID. Et on a le grand C. Notre but, c'est de lire le W. Donc, on dérive le S en WD. Supposons qu'on a dérivé le S en epsilon. On ne peut pas lire le W. Donc, il faut dériver le S en WD. On a obtenu le W. Notre but, c'est de lire maintenant ID égale ID. On a un seul nom terminal qui est le D. Donc, on doit le dériver. On a le égal. Donc, on a le choix entre B égale ID ou bien B différent de ID. On a besoin du symbole égal. Donc, on va dériver le D en B égale ID. Maintenant, on a obtenu le B qui est un symbole non terminal et on a obtenu le égal ID. Il reste à lire le symbole ID, donc on dérive le B par la seule règle de B qui est B donne ID. Ainsi, on a obtenu la séquence S, ID, virgule, ID, F, ID, W, ID égale ID. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc le but, c'est de suivre l'énoncé de la question. Il a imposé la dérivation à gauche. C'est clair? Alors même si vous allez faire une dérivation à droite et vous allez trouver le bon résultat, alors c'est une fausse réponse. Vous avez fait vous avez fait une dérivation à droite.
et vous avez obtenu le bon résultat, la réponse, elle est fausse. Parce que l'exercice, il a imposé la dérivation gauche. Il n'a pas dit de faire la dérivation droite. C'est-à-dire, vous avez le S qui donne SAFBC, vous allez commencer par dériver le C. Vous allez trouver le bon résultat, là. Mais la réponse, elle est erronée. Parce que l'exercice, il demande la dérivation gauche. C'est clair? C'est clair ou pas? Ça. Ok. Donc, on passe à la troisième question. Donner la grammaire G1 équivalente à G non récursive à gauche et factoriser G1 si nécessaire. Bien. Donc, donner une grammaire G1 équivalente à G non récursive à gauche. Donc, voici notre grammaire. On s'est mis d'accord dès la première question de cet exercice que cette grammaire, elle n'est pas LL1. Pourquoi? Parce qu'elle est elle est récursive déjà au niveau de la règle de A. Si vous remarquez bien, on a le A qui donne ID ou A qui donne A virgule ID. Ça, c'est le terme qui cause la récursivité. Et au niveau de la règle de D, on s'est mis d'accord qu'elle est non factorisée. D'ailleurs, B égale ID ou B différent de ID. Donc, pour éliminer la récursivité, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? La règle de S, elle ne contient ni récursivité et elle est factorisée. Donc, on ne touche pas à la règle de S. On passe à la règle de A. On remarque que la règle de A, elle est déjà récursive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier les alphas et les bêtas. C'est quoi notre alpha dans la règle de A? C'est le terme qui vient juste après la récursivité. Donc, le alpha, c'est virgule ID. Le bêta, c'est quoi? C'est la partie qui ne contient pas de récursivité, à savoir ID. Donc, il suffit d'identifier l'alpha et les bêtas. Donc, notre théorème, il dit que si vous avez une récursivité, alors vous allez reformuler votre règle sous la forme de A qui donne bêta A' et A' qui donne alpha A' ou epsilon. Donc, dans notre cas, puisqu'on a déjà identifié le bêta et le A', oui, c'est ça. Donc, puisqu'on a déjà identifié l'alpha et le bêta, donc il reste qu'à appliquer numériquement, et bien changer l'alpha par la valeur et le bêta par la valeur concernée. Donc, ceci dit que le A, il va donner ID A', le A', il va donner virgule ID A' ou epsilon. Est-ce que c'est clair? Donc, la base là d'éliminer la récursivité, premièrement, il faut identifier les alphas et les bêtas. C'est clair? Une fois que tu as identifié les alphas et les bêtas, l'alpha, c'est la partie qui vient après la récursivité. Le bêta, c'est la partie qui ne contient pas de récursivité. Une fois que vous avez identifié l'alpha et le bêta, il ne reste qu'à appliquer le théorème A qui donne bêta A', A' qui donne alpha A' ou epsilon. C'est clair? Donc, au niveau de la règle de A, elle va être transformée en A qui donne ID A', et le A', il va donner virgule ID A' ou epsilon. Donc, ainsi, on a éliminé la récursivité au niveau de la règle de A. C'est clair? Bien sûr, sans changer le langage. Donc, la règle de B, elle ne contient ni récursivité et elle est déjà non factorisée plutôt. Donc, il n'y a aucun problème au niveau de la règle de B. La règle de C, elle donne WD ou epsilon, donc elle ne présente aucun problème. La règle de D, on remarque qu'elle n'est pas factorisée. Donc, quel est le terme qui va être factorisé d'après vous? C'est le B. On a le B qui se répète dans les deux parties. Donc, ça va être B D'. Et le D', qu'est-ce qu'il va donner? Égal ID ou bien différent de ID. Donc, D, ça va donner B égale ID ou B différent de ID. On va factoriser cette règle-là. Donc, la règle de S, c'est bon. La règle de A, c'est bon, selon sa nouvelle forme. La règle de A', c'est bon. La règle de B, c'est bon. La règle de C, c'est bon. Et la règle de D, on va mettre en facteur le B. Donc, ça va être D qui donne B D'.
Et c'est quoi le D'? C'est égal ID ou différent de ID. Donc, on a mis en facteur le P et on a transmis tout le reste dans une nouvelle règle, le D'. Et le D', c'est quoi? C'est les deux parties qui représentent la factorisation. Donc, égal ID ou différent de ID. Donc, ainsi, on a obtenu une grammaire qui est non récursive. On a éliminé la récursivité et elle est factorisée. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Parfait, très bien. Donc maintenant, voici la nouvelle grammaire. Donc on va travailler avec la grammaire G1 dans sa nouvelle forme. C'est clair? On oublie la grammaire précédente, c'est fini. Maintenant, on va se concentrer uniquement sur cette grammaire-là. C'est une grammaire qui ne présente pas de récursivité et qui est factorisée. Parfait. On passe à la question d'après, construire la table d'analyse G1. Donc, pour construire la table d'analyse, qu'est-ce qu'il faut faire? Calculer le premier, parfait. Calculer le suivant, parfait. Et tracer la table d'analyse. On va mettre les symboles non terminaux en ligne, les symboles terminaux en colonne et on n'oublie pas le $. Et on va voir chaque symbole non terminal avec ses premiers et on met la règle au niveau de la case d'intersection. Si on a un epsilon parmi les premiers d'un non terminal, alors on passe au suivant de ce non terminal-là. C'est clair? Donc, voici la nouvelle grammaire qui est devant vous. Donc, on travaille avec la grammaire récente et on passe au calcul du premier et du suivant. Hein, allez-y. Puis, on va corriger. Hein. Donc, pour construire la table d'analyse, on est censé calculer le premier, tout d'abord. Donc, le premier de S, le S, il commence par petit s. Hein, on remarque ça d'après la règle de S. Donc, premier de S, c'est petit s. Le premier de A, c'est ID. ID, c'est un seul symbole. Ce n'est pas le I tout seul et le D tout seul, c'est un seul symbole. Donc, le premier de A, c'est ID. Le premier de A', virgule seulement, virgule, et non pas le ID, hein, virgule et epsilon dans la deuxième partie. Donc, le premier de A', c'est virgule et epsilon. Le premier de B, c'est ID, parfait. Le premier de C, c'est W et epsilon. Le premier de D, c'est le premier de B, c'est pas le B, faites attention. Le premier de D, c'est le premier de B, c'est pas B, on ne trouve pas un nom terminal parmi les premiers. Donc le premier de D, c'est le premier de B. C'est quoi le premier de D, de B plutôt? Il a été déjà calculé. Donc le premier de D, c'est le premier de B, c'est le ID, il a été déjà calculé. Finalement, le premier de D', c'est égal et différent. C'est clair? Donc ça, c'est le premier. On passe au calcul du suivant. Donc, pour le suivant, le suivant de S, c'est quoi? Le S, c'est un axiome. Donc, le suivant de l'axiome, c'est $. On parcourt toutes les autres règles. Est-ce qu'on a un autre S? Non. Donc, on se limite au suivant de S qui est le $. C'est clair? Si on a un autre S qui se trouve dans l'une des autres règles, alors il faut calculer son suivant. Bien, donc le suivant de S, c'est le $. Le suivant de A, on remarque la règle, la première règle. Quel est le terminal qui vient juste après le A? C'est le petit f. C'est clair? Donc le suivant de A, c'est petit f. Donc, voici le A qui est entouré en rouge au niveau de la première règle, c'est-à-dire la règle de S. Le suivant de A' maintenant. C'est quoi le suivant de A'? On a le A' qui se trouve dans deux règles. Oui ou non? Donc, on a la règle A qui donne ID A'. Le A', il se trouve le dernier élément à droite. Donc, le suivant de A', c'est quoi? C'est le suivant de A. C'est le suivant de la source. Oui ou non? La règle A qui donne ID A'. Le suivant de A', c'est le suivant de A.
Donc, le suivant de A', c'est le suivant de A. On a déjà calculé le suivant de A, c'est le F. D'où le suivant de A', c'est le F aussi. Est-ce que c'est clair? Parfait. Maintenant, on a le B. Le suivant de B, c'est quoi? On a le B qui se trouve dans deux parties. Le B, il se trouve dans la règle de S, S, A, F, B, C. Et on a le B aussi qui se trouve au niveau de la règle de D, D qui donne B, D+. Donc, le suivant de B, c'est le premier tout d'abord de C, union le premier de D'. C'est clair? Et après, on va décortiquer. Si on a epsilon, on doit passer aux éléments, au caractère ou bien au symbole suivant. Donc, le suivant de B, c'est le premier de C dans la règle de S, puisque parmi les premiers de C, on a epsilon. Donc, il faut faire l'union avec le suivant de S. C'est clair? Je reprends. Dans la première règle S, A, F, B, C, le suivant de F, c'est le premier de C. Le premier de C, il contient W et epsilon. W, c'est bon. Dans le cas où le C, il commence par epsilon, alors on va retourner et faire l'union avec le suivant de S. Parfait. Donc, le suivant de B, c'est premier de C privé de epsilon. Union suivant de S. Ça, c'est du côté de la première règle. La règle de D, c'est union le premier de D'. On a déjà calculé le premier de D'. On a déjà calculé le suivant de S. On a déjà calculé le premier de C. Il reste qu'à appliquer. Donc, il va nous donner W, S égale et différent. Le égal et le différent, c'est le premier de D'. Le dollar, parce que le C, il contient epsilon, donc c'est le suivant de S. Et le W, parce que C, il commence par W. Est-ce que c'est clair? Donc, finalement, le suivant de B, c'est W, dollar, égal et différent. Voilà le choix. Hein? Parfait. Le suivant de C, on a un C qui se trouve dans la règle de S. Il se trouve comme étant le dernier élément à droite. Donc, le suivant de C, c'est le suivant de S, le suivant de la source qui est $. Le suivant de D, on a la règle C qui donne WD. Donc, le suivant de D, c'est le suivant de C. Le suivant de C, c'est le même que le suivant de S. Donc, c'est $. C'est clair? Finalement, le suivant de D', puisqu'il se trouve un dernier élément à droite, donc c'est le suivant de D. On a déjà calculé le suivant de D, c'est le $. C'est clair? Donc, comme résumé, on a le suivant de S qui est $, le suivant de C qui est le suivant de S, c'est $. Aussi, le suivant de D qui est le suivant de C qui est le suivant de S aussi, c'est $. Le suivant de D', c'est le suivant de D qui est le suivant de C qui est le suivant de S, c'est $. Aussi. Et on a aussi le suivant de A, c'est F. Le suivant de A', c'est le suivant de A, c'est le F aussi. Le suivant de B, c'est W, $, égal et différent. C'est clair? Voilà. Il faut juste faire attention en parcourant toutes les règles et on va chercher l'élément dans lequel on est en train de calculer son suivant. C'est clair? Il ne faut pas se limiter à la règle. C'est-à-dire, si je vais calculer le suivant de S, il faut voir toutes les règles où j'ai le S. C'est clair? Mis à part qui est un axiome, donc on a le $, on cherche est-ce qu'il y a un autre S qu'on peut calculer son suivant. C'est clair? De même, on fait de la sorte pour tous les autres symboles. Parfait. Donc, on passe à la question d'après. On est demandé de tracer la table d'analyse. Donc, je vais vous mettre les suivants et le premier. Voici les suivants et les premiers qui ont été déjà calculés au niveau de la question 3. Maintenant, on doit tracer la table d'analyse. C'est clair? Vas-y, puis encore. Donc, on doit construire la table d'analyse. On va mettre en ligne les symboles non terminaux. On va mettre en colonne les symboles terminaux. On ne met pas epsilon et on ne met le $. Parfait. Donc, les premiers de S, c'est quoi? C'est le $. Donc, la case d'intersection entre S, le premier de S, c'est petit s plutôt. Donc, on
au niveau de la case d'intersection entre le grand S et le petit s, la règle de S qui est S donne S A, F, B, C. C'est clair? Parfait. On a un seul premier, donc on passe. Le premier de A, c'est quoi le premier de A? C'est le ID. Donc la case d'intersection entre le A et le ID, on met la règle de A qui est ID donne, A donne, s'il vous plaît, A donne ID A'. Le premier de A', c'est virgule et epsilon. Donc, au niveau de la case d'intersection entre A' et virgule, on met la règle qui donne virgule. C'est la règle A' donne virgule ID A'. Puisqu'on a epsilon parmi les premiers, alors on passe au suivant de A'. C'est clair? Puisqu'on a epsilon parmi les premiers. Donc, quel est le suivant de A'? C'est le F. Donc, au niveau de la case d'intersection entre le A' et le F, on met la règle A' qui donne epsilon. Le B, le premier de B, c'est ID. Donc, entre le B et le ID, on met la règle de B qui donne ID. Le premier de C, on a deux premiers qui sont W et epsilon. Dans l'intersection avec W, on met la règle C qui donne WD. Puisqu'on a epsilon parmi les premiers de C, on passe au suivant de C. Quel est le suivant de C? C'est le dollar. Ça veut dire entre la case d'intersection entre le C et le dollar, on met la règle C qui donne epsilon. Voilà. Après, le premier de D, c'est ID. Donc, à la case d'intersection, on met la seule règle qu'on a déjà, B, D'. Le premier de D, c'est égal et différent. Donc, au niveau de l'intersection entre le D' et le égal, on met la règle qui va nous permettre de lire l'égal, à savoir D' donne égal et dit. Au niveau de l'intersection entre le D' et le différent, on met la règle qui va nous permettre de lire le symbole différent, à savoir D' donne différent ID. C'est clair? Ainsi, on a obtenu la table d'analyse. On a des cases qui sont vides. Les cases qui sont vides, ça veut dire qu'ils vont nous donner des erreurs. Les cases qui sont déjà remplies par une règle, on va les utiliser au niveau de la simulation. Combien tu as Ça, c'est la simulation. Tu parles de la simulation. Nous, on est en train de concevoir un analyseur qui est prédictif. Donc, si tu as le D au sommet de la pile, tu as D au sommet de la pile, et tu veux lire l'ID, quelle est la règle à appliquer? C'est de dépiler le D et de le remplacer par des BD'. Maintenant, si tu as le B et tu veux lire le ID, tu vas appliquer la règle B qui donne ID. C'est clair? C'est clair? Donc, on doit mettre la seule règle qui existe, D qui donne BD'. Pour chaque premier, tu mets la règle correspondante. C'est clair? Wadaha? Parfait. Donc, la grammaire est-elle LLA? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a au maximum, il ne faut pas toujours avoir une seule règle. Donc, on remarque qu'on a des cases qui sont vides. Donc, au maximum, on a une seule règle par case. Donc, on n'a pas d'ambiguïté. Donc, la grammaire, elle est LLA. Pas de cases définies de façon multiple. C'est clair? Voilà. Donc, la grammaire, elle est LLA. C'est clair? Parfait. Finalement, donc expliciter le comportement de l'analyseur syntaxique sur la chaîne W. Donc, avant de commencer, qu'est-ce qu'il va faire? Tracer un tableau qui contient la colonne pile, qui contient l'entrée et qui contient la sortie. L'entrée à lire, c'est la chaîne W. S, ID, virgule, ID, F, ID, W, ID, égale ID, et elle se termine par de là. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on fait tout d'abord?
on va injecter le dollar dans la pile et puis on injecte le sommet de la pile. Le sommet, c'est-à-dire l'axiome, c'est le S. Oui ou non? Donc on a le S comme sommet de la pile. On a le S qui est le sommet de la pile. On veut bien lire le petit S. Qu'est-ce qu'on fait? Voici la table devant nous. Donc on a le S qui est au sommet de la pile. Et on veut lire le petit S. On applique la règle S qui donne petit S A, F, B, C. C'est clair? Parfait. Donc, on va dériver le S et on va le remplacer par petit S A, F, B, C. C'est clair? Maintenant, le sommet, c'est petit s. Et le symbole à lire, c'est petit s. C'est clair? Voici la sortie S qui donne S, A, F, B, C. Donc, on a le symbole à lire, il se trouve au sommet de la pile. Donc, on l'élimine de la pile et on avance au niveau de la chaîne. Voilà. Donc, maintenant, on a le sommet de la pile qui est A. Et le symbole à lire, c'est ID. C'est fini, le S. Donc, on a le A au sommet de la pile et on a le ID, c'est à lire. Donc, on va regarder la case d'intersection entre le A et le ID. On trouve que c'est la règle A qui donne ID A'. Donc, on dépile le A et on le remplace par ID A'. Maintenant, on a le sommet de la pile qui est ID. On veut bien lire le ID. Quelle est la règle à appliquer entre le ID et le ID? Éliminer la règle, éliminer le ID de part et d'autre, et on avance. Donc, à ce niveau, on a pu lire le ID. Maintenant, on a le sommet de la pile, c'est le A'. Le symbole à lire, c'est virgule. On voit dans la case d'intersection entre le A' et virgule. On trouve que c'est la règle virgule ID A'. C'est clair? Virgule ID A'. On dépile le A' et on le remplace par virgule ID A'. On a maintenant le sommet de la pile qui est virgule. On a la virgule à lire et virgule qui se trouve au sommet de la pile. On la dépile de part et d'autre. On obtient le sommet ID. Par hasard, on a le sommet ID et on veut bien lire le ID. C'est du biscuit à ce niveau. Donc, on élimine l'ID de part et d'autre. On obtient le A' sommet de la pile. Et le F, c'est le symbole à lire. On va voir la case d'intersection entre le A' et le F. On a vu qu'on a la règle A' qui donne epsilon. Ça veut dire qu'on va dépiler le A' et on va rien mettre à la place de A'. C'est clair? Donc, le sommet, il devient maintenant F. On a le symbole F qui se trouve au sommet de la pile. On veut bien lire le F, on élimine de part et d'autre. Et on avance. On a le sommet de la pile, c'est le B. On a lu le F. Le symbole à lire, c'est le ID. On regarde l'intersection entre le B et le ID. On trouve que c'est la règle appliquée, B qui donne ID. Donc on dépile le B, on le remplace par ID. Est-ce que c'est clair jusqu'à niveau? Parfait. Donc, on a le symbole à lire, c'est le ID. Le sommet de la pile, c'est ID. On le supprime de part et d'autre. On obtient le sommet, c'est C. Le symbole à lire, c'est W. Le sommet de la pile, c'est C. Donc, je reviens vers la table. Entre le C et le W, on a la règle C qui donne WD. Donc, on dépile le C. On le remplace par WD. On a le sommet de la pile qui est W, on a le symbole à lire, c'est le W, donc on le supprime de part et d'autre, on obtient le sommet de la pile qui est D. On a le D et on veut bien lire le égal. On revient à la table très rapidement. Entre le D et le égal, entre le D' et le égal, on a égal ID. Un BD', oui. Donc maintenant, on a le sommet de la pile, c'est B. On veut bien lire le ID. Donc on va regarder la case d'intersection entre le B et le ID. La règle à appliquer, c'est B qui donne ID. Maintenant, on a le ID au sommet de la pile. On veut bien lire le symbole ID. Donc on élimine de part et d'autre. Et on avance au niveau de la chaîne. On a le D' qui est le sommet de la pile. Le symbole à lire, c'est le égal. On va dépiler le D' et on va le remplacer par égal ID.
Maintenant, on a le égal au sommet de la pile. Le égal, c'est le symbole à lire. On l'élimine de part et d'autre. On obtient le sommet de la pile qui est ID. C'est par hasard, on veut bien lire le ID. Donc, on l'élimine de part et d'autre. On obtient $. On a le sommet de la pile qui est $. On veut bien lire le $. On le supprime de part et d'autre. Ainsi, la séquence, elle est générée par la grammaire. On peut dire que le mot S, ID, virgule, ID, F, ID, W, ID égale ID peut être vérifié et généré par cette grammaire. Si à un moment donné, s'il vous plaît, si à un moment donné, on ne trouve pas la règle à appliquer, c'est-à-dire, à titre d'exemple, je veux, par exemple, on a le B qui est au sommet de la pile et on veut bien lire le W. On a le B qui est au sommet de la pile et on veut bien lire le W. On a une case vide, c'est une erreur, donc on dit que le mot n'est pas généré et on sort. On arrête la simulation. Parfait. Ça, bien sûr. Bien sûr. C'est clair. Bien sûr, il faut le faire. Hein? Bien sûr. D'ailleurs, la question c'est quoi? La question c'est quoi? Expliciter le comportement de l'analyseur syntaxique sur la chaîne W. Là, explicite, s'il vous plaît. Expliciter le comportement. Il n'a pas dit que W est généré. Il a demandé comment on va se comporter, comment notre analyseur il va se comporter si on a la chaîne W. Il n'a pas affirmé ou bien il a nié que le W il peut être généré ou non. Même s'il a posé la question, est-ce que W peut-il être généré ou non, il faut faire la simulation, bien sûr. Mais quel est le but d'avoir utilisé une table d'analyse? C'est de simuler le comportement. C'est un analyseur qui est prédictif à l'avance. Si j'ai un tel symbole à la pile et si je veux lire un tel symbole, alors je vais appliquer cette règle-là. Elle va devenir un if-else. La programmation de cette table-là, c'est un if-else. If sommet de pile égale S, and caractère à lire ID, appliquer la règle S qui donne quelle. C'est un if-else, la programmation interne. Le compilateur, il est en pur et dur, il est programmé en if-else. Puisque le travail, il a été fait, bien sûr, ce sont des conditions. Bien sûr, c'est ça, oui. Sahih. Si, supposons qu'on a virgule comme étant le premier symbole. Là. Si on avait à la séquence, elle commence par virgule. On a le sommet de la pile qui est S. Et on veut bien lire le symbole virgule. On regarde la case d'intersection entre le grand S et virgule. On va trouver que c'est une case qui est vide. Donc, on ne peut pas lire la virgule à partir de l'axiome S. Donc, le mot n'est pas généré au sort. Si vous trouvez, à un moment donné, une case qui est vide, au niveau de l'intersection entre un symbole non terminal et son premier, qui est le symbole à lire, automatiquement, alors vous avez un cas de figure qui représente une erreur. À ce niveau-là, tout le mot n'est pas généré. C'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Voilà. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à reprendre cet exercice. Hein? Je vous invite à reprendre cet exercice et refaire et revoir les vidéos. Hein? Vous avez tous les moyens à votre disposition pour réussir votre examen. C'est clair? Voilà. Normalement, on aura un autre rendez-vous après les vacances. Hein? Parfait. Merci. Je vous remercie énormément. Merci. À tout ça.